Bonjour le Devox. Est-ce que dans la salle, certains n'ont jamais entendu parler de Thales? Juste une levée de bras. Ok, tout le monde connaît Thales. Je fais un petit rappel assez rapide. Thales, c'est 80 000 employés, 15 000 ingénieurs répartis dans 25 pays. On a des enjeux assez importants de cybersec, de move to cloud, de cyberdéfense. Tout le monde a suivi l'actualité récente des dernières semaines qui fait que la cybersec est un sujet. Thales est directement impliqué en Europe. Ça reste un leader européen. Et dans ce contexte, vous allez me demander qu'est-ce que vient faire Kubernetes là-dedans. Mais en fait, c'est assez important. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des enjeux pour mettre en place un cluster cube. Euh, on a des, comment dire, on a des prérogatives, on a des enjeux qui sont importants, mais en mettre 200. D'autres viennent assez rapidement. Qui n'a jamais entendu parler de cube ou ne sait pas utiliser cube ou ne fait pas de cube? Tout le monde fait Kubernetes dans la salle. Ok. Et du Kubernetes en prod? Ok. Euh, la mission, pourquoi est-ce qu'on fait du cube et pourquoi est-ce qu'on fait 200 clusters cubes? Le but de la manœuvre, c'est de déployer un cluster cube par client. On fait des ressources dédiées. Pourquoi est-ce qu'on fait une ressource dédiée? On pourrait très bien dire, ok, on va faire un énorme Kubernetes et mettre tous nos clients, tous nos projets dedans. On va voir après un peu les raisons un peu en détail. Mais c'est une facilité, on peut considérer ça comme une facilité, mais le but avant tout de dédier les ressources par client ou par projet, c'est d'éviter les effets de bord sur les autres clients. Aujourd'hui, on considère que Kubernetes n'est pas assez mature pour isoler fortement entre deux applications, deux applicatifs de workload ou deux ensembles de workload. On facilite aussi la personnalisation d'un cluster. Si un client veut un besoin très particulier sur une config cluster, au moins on lui permet de le faire étant donné que c'est son cluster à lui. Jusqu'en production, on pourrait en parler une heure de ce que c'est que la production, mais de mon point de vue, c'est qu'on doit être garant de la résilience, on doit être garant d'un SLA, on doit exposer un SLA, on doit exposer des SLO. La limite, l'enjeu ici, c'est que chez Thales, en tout cas chez Thales Digital Factory, qui est l'entité qui déploie ces clusters-là, dont je fais partie, c'est qu'on doit bien sûr respecter des exigences de sécurité, des exigences fortes, sans jamais bloquer, sans bloquer, on ne doit pas bloquer les développements pour ces raisons de sécurité-là. En fait, le but, c'est de les accompagner du développement à la production. On déploie un cluster en dev, on déploie un cluster en prod, et on accompagne le client étape par étape sur les exigences de sécurité. S'il arrive avec un déploiement et qu'on lui interdit ne serait-ce que de se connecter au cluster, parce qu'on a des exigences de sécurité, parce qu'on est ordonné, on n'y arrivera jamais. Aucun client, aucun utilisateur ne viendra, à moins que c'est un client très mature sur la sécurité et sur les déploiements sur Cube. Dans ces cas-là, il n'aurait presque pas besoin de nous, il déploie son propre cluster. Donc voilà, c'est vraiment une approche pragmatique en fait. C'est une approche où on ne va pas verrouiller l'utilisateur à l'utilisation de Kubernetes, des applications sous-jacentes. On va l'accompagner au fur et à mesure des étapes. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Juste un petit point historique. La démarche, elle a commencé en 2018. Et je pense que tous ceux qui ont fait du cube ou qui ont réfléchi à faire du cube dans une IT, est passé, à peu près tout le monde est passé par cette étape-là. On avait comment dire, un premier déploiement qui était un cluster. On monte un cluster, on met tout le monde dedans. La difficulté, elle arrivait très vite, c'est que c'était impossible à opérer. Clairement, une mise à jour de Cube brisait absolument tous les applicatifs clients. C'est faisable, mais sur aujourd'hui, ce qu'on a, on a à peu près 600 applications, 800 applications, près de 9000 pods. Dire à tout le monde, à tous les utilisateurs qu'on va arrêter le cluster pour le mettre à jour, c'est impossible. En 2019, il y a une autre équipe qui a utilisé Rancher, que beaucoup de gens connaissent, que je considère comme un super outil, d'orchestrer des clusters, mais dans un environnement client. C'est-à-dire qu'on dédie un environnement à un client et on disait, bah, tiens, voilà ton Rancher, voilà ton API, voilà comment on met à jour. À la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les domaines de responsabilité étaient partagés entre nous et l'utilisateur. Et selon la maturité de l'utilisateur, la plupart du temps, il se retrouvait qu'un cluster bloqué, il n'arrivait pas à l'opérer. Et soit c'était un accompagnement client par client en lui disant, bah, voilà comment tu mets à jour, on va t'accompagner avec une campagne de migration. Ça aurait été compliqué parce que le client était responsable des upgrades et donc ça aurait été un accompagnement permanent en fait. Donc on s'est retrouvé avec une flotte hétérogène de clusters avec plusieurs codes déployés, plusieurs versions de cube, quelques customisations et ça n'a pas fonctionné. Et donc il y a une initiative qui est celle d'aujourd'hui, qui est née en mars 2020 à Montréal, donc dans les équipes de Montréal, qui
qui a considéré, et je trouve ça très intelligent, de dire ok, on va la proposer comme un service, le fameux as service. On propose le cube comme un service. On le propose comme un service, on va le fonder sur de la modularité. Ça commence à parler aux techniciens, donc la modularité, tout ce qui est Terraform et autres. Et on va absolument tout faire as code. Première difficulté, donc, pour le coup, le but c'était avant tout de réduire les coûts de la solution, que ça soit opérable, que ce soit pour 1, 5, 10, 20, 30, 500 clusters, et de garder une gestion des codes, c'est une gestion de la, comment dire, de ce qui est déployé, d'avoir une espèce de baseline en fait, de dire ok, on va seulement déployer le Kubernetes, de l'observabilité, on va déployer, voilà comment exposer l'application. Donc il y a eu une refonte complète en fait, même dans la réflexion, de se dire comment est-ce qu'on va s'organiser. On va modulariser, on va utiliser Terraform et on va déployer un cluster par entité. Et c'est une réflexion qu'on fait encore aujourd'hui, c'est de se dire, combien de clusters on va déployer? Au départ, on avait 10, 20, 30, 40. Et en fait, on passe par on se remet en question tous les jours, en fait. Clairement, c'est sur les outils. Je vois juste l'évolution technologique telle qu'on l'a connue depuis fin 2020, début 2021. Certains reconnaîtront à peu près tous les outils. On pourrait avoir cette réflexion-là, de se dire, qu'est-ce qu'on déploie? Aujourd'hui, ce qu'on déploie, c'est des infrastructures qui sont basées sur du cloud, sur un service Azure, sur de l'AKS, pour être plus précis. On déploie des infrastructures, des services cloud, des objets cloud. Ce que j'appelle les foundation services, c'est des COTS ou des ensembles, des services qui vont permettre de maintenir la plateforme, de l'observer pour le client comme pour nous, de la sécuriser et d'accompagner de la gestion de configuration, de la gestion de déploiement. La configuration, ce que j'appelle configuration ici, c'est la configuration unitaire. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un modèle qui est assez répandu. C'est de se dire on va absolument tout déployer avec Terraform, on le donne au client, on sécurise tout et on met à jour comme on met à jour avec Terraform. C'est bien, ça fonctionne, mais on arrive vite à un problème en scalant ça. Alors je ne dis pas que c'est impossible de faire ça sur 50, 200 000 clusters, mais en gros, déployer 1000 clusters ou mettre à jour 1000 clusters, c'est faire une énorme boucle en bash et déployer avec Terraform. On applique tout. Moi, ça me pose deux problèmes. C'est qu'il faudrait faire grandir l'équipe en fonction du nombre de clusters. Clairement, si aujourd'hui on a près de 300 clusters, il aurait fallu 3 fois l'équipe avec cette utilisation-là. Bien sûr, on peut automatiser, on peut faire de la pipeline. Et la pipeline, ça m'intéresse, on le fait encore, on va le voir après. Mais on a un problème ici que je n'ai pas identifié ici. Enfin, je l'ai noté, c'est un problème de compliance. Alors, ce n'est pas un problème, on veut s'assurer de la compliance. La compliance, c'est quoi de ce point de vue-là? C'est de se dire que notre code, code Terraform, à gauche est le même que déployé à droite. Quand on le fait sur 10 clusters, on peut très bien tester 10 clusters, on peut très bien dire, OK, ma version est la même à gauche qu'à droite. Si on le fait sur 200 ou sur 500 ou sur 1000, ça devient un peu plus compliqué. On peut faire du monitoring, mais là, pour le coup, c'était un peu ceinture bretelle, c'était de se dire comment être certain que le code qui est à gauche est déployé à droite. Ça, on surveille les pipelines en continu, et on arrive un peu à la compliance, entre guillemets. J'ai un deuxième souci avec ça, et je reviens au slide précédent, c'est que le rythme de déploiement des infrastructures, je veux dire, on ne met pas à jour Kubernetes tous les jours. Par contre, les applications, les Foundation Services, une CVE arrive, on met à jour le Prometheus, on met à jour un Ingress, on le met. Donc si on doit rejouer le plan Terraform sur 200 clusters quand une CVE apparaît, c'est long. C'est à peu près 4 jours. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument optimiser ça, avoir une vision. Et là arrive GitOps. Qui fait du GitOps ou est excité par le GitOps ou comprend un peu... Ok, waouh, chouette. Bon, GitOps, je ne vais pas refaire l'historique, l'histoire de Weave qui expliquait qu'ils déployaient absolument toutes leurs infrastructures et applications avec du code qui était dans Git et il était automatiquement appliqué sur les infrastructures. C'est assez magique, c'est assez mignon vu comme ça, avec des conditions. C'est que le code à gauche doit être déclaratif et doit décrire un état désiré. Si on revient à ce que je disais avant sur la compliance, ça nous amène à un intérêt assez énorme, c'est de se dire si GitOps fonctionne bien, si on a notre beau fonctionnement, notre beau workflow GitOps, bah, l'état désiré est celui qui est appliqué à droite. Donc bah, la compliance, elle est automatique. Sauf si
l'opérateur ne fonctionne pas. Enfin, c'est les workflows d'opérateurs, ça ne fonctionne pas. Le GitOps, rapidement, je le considère à peu près comme ça à droite. J'ai passé les détails assez rapidement. C'est que l'opérateur, il est là pour prendre l'état désiré et déclaratif d'une infrastructure, et des applications, et des configurations, et l'appliquer. Il fonctionne pour ça, il fonctionne avec il synchronise en fait un état, et il fait tout pour l'appliquer. Sur du cube, c'est assez logique de faire ça, parce qu'on manipule des fichiers YAML, on manipule des configurations qui sont appliquées, et on a un statut. Par contre, si je reviens en arrière, ici, on ne déploie que des applications, des ressources dans le cluster, et donc on a oublié la partie infra. Ce qu'on a décidé, c'est d'être un peu plus smart, et d'être un peu plus intelligent, et de toujours de garder cette vue assez pragmatique, c'est de se dire de toute façon, on déploie des releases. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas déployer un cluster dans une version, puis un autre cluster dans une version. Parce qu'avec 200 clusters, on a un release management qui est assez énorme, et le but, c'est d'unifier ce qu'on déploie. On l'unifie dans des versions qui sont, grâce à GitOps, des tags sur Git. Mais par contre, la partie infra, aujourd'hui, on n'a pas pris le risque, je trouve qu'on n'a pas la maturité suffisante pour se dire on va absolument tout déployer as code avec un opérateur GitOps sur du cloud. Ça se fait, il y a des projets, on a des réflexions chez nous qui sont en cours, mais nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de se dire, OK, la partie applicative, elle a un rythme de déploiement beaucoup plus court. On est sur des releases en hotfix, sur des CVE, on est à la journée, voire à l'heure, mais sur des déploiements très simples, des gestions de configuration, des ajouts de features, on est sur du 1 jour, 2 jours, alors qu'une mise à jour d'AKS, on va la faire une fois par mois. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas garder attendre une mise à jour d'AKS ou se dire tiens, on va déployer une nouvelle version d'AKS et on va embarquer une nouvelle version de Prometheus, des outils que vous connaissez, pour faire une release. Ici, on a 2 releases bien distinctes, elles sont juste unifiées par le numéro de version. En gros, pour faire simple, c'est que la partie application et configuration est une subversion de la partie infrastructure. Dit comme ça a l'air absolument idiot, mais un peu plus de détails sur ce que j'expliquais avant. C'est qu'on a bien découpé la partie infrastructure, donc déploiement des objets sur le cloud, dans une version. Alors clairement, on est un peu sur du GitOps. C'est juste que, dans ma vision, c'est pas vraiment du GitOps. C'est juste on a défini une version d'infrastructure, donc les objets cloud, les objets AKS, les ressources disques et autres. On en fait un package et on le déploie. On le déploie dans une pipeline. Alors moi, ma vision GitOps, elle est que s'assurer absolument que dès qu'un commit est fait, il est appliqué. Là, on a une pipeline qui passe, on a quand même un contrôle à faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans la vision, on déploie 200 clusters. Le but, c'était avant tout de se dire, OK, nos 200 clusters vont être identiques. On a déterminé une release et c'est intéressant. Mais on n'a pas envie de déployer les codes nous-mêmes. On n'a pas envie de gérer les versions des codes nous-mêmes sur chaque cluster et de faire une boucle infinie, par nombre de clusters. En fait, ce qu'on a fait, c'est une méthode de subscription. C'est-à-dire qu'on bootstrap un Flux. Pour ceux qui connaissent Flux, on a mis en face à face Flux et Argo, mais on a fait le choix de Flux. Et c'est Flux, dans sa version Bootstrap, qui va aller chercher... Hop, on est très avancé chez Thales. On a un repo qui référence les clusters, et les clusters référencent eux-mêmes des applications. On a un avantage ici, c'est qu'on restera avec un environnement hétérogène. On ne peut pas dire quelle que soit la société où on fait ça. Je veux dire, j'ai utilisé ce fonctionnement-là ailleurs. On ne peut pas dire, OK, tous vos clients, vous avez exactement la même version d'AKS, vous avez exactement la même version de ce code-là. On a bien un client un jour qui va avoir une erreur sur la rétrocompatibilité, on a bien un client qui va avoir un problème sur une API qui évolue, pour ceux qui ont un peu creusé Cube. Donc bien sûr qu'il faut pouvoir gérer cet arrêt de version. On arrête un cluster à une version. Modulo la sécurité, mais on doit gérer cette possibilité-là. On ne peut pas dire, OK, tu es en arrière de phase, on le note sur un post-it et on dit, tiens, mettre à jour le cluster de ce client-là quand il aura fini de faire son fixe. Ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, et pour le coup, je l'ai fait. Je sais que ça n'a pas de sens. L'énorme avantage, c'est que Flux, lui aussi, gère sa configuration via une application. En fait, c'est de la modularisation assez classique. C'est dire, OK, notre observabilité. J'ai volontairement réduit ça à 4 applications pour pas dire, OK, tu déploies juste des applications avec Helm. Non. External DNS, par exemple, que beaucoup de monde connaissent, c'est un Helm. L'observabilité, c'est une stack avec des dépendances, avec des ressources, avec des configurations, avec une logique derrière. L'ingress et la configuration Flux, c'est pareil, c'est un exemple. Donc pour ceux qui ont fait un peu qui ont testé un peu de GitOps, on s'est limité à déployer des ressources Kubernetes, des ressources Helm, donc un déploiement Helm qui est lui-même fait dans le cluster.
et des patchs de customisation. Je ne vais pas m'étendre sur Customize, mais en fait, le but, c'est clairement que le GitOps application là soit un repo en mode catalogue d'applications et que les patchs, c'est-à-dire la configuration unitaire de chaque cluster, elle soit dans le guide du cluster. Alors, je vais passer sur les secrets, sur l'encryption des secrets, parce que bien sûr, on met pas les cubes config dans le GitOps cluster, on reste chez Thales, on ne fait pas n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que, on va en parler après de l'observabilité, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait à un instant T, étant donné qu'on a notre synchronisation qui se fait, on a notre, comment on appelle ça, on applique absolument, enfin, tout de suite les différences, on sait exactement l'état d'un cluster à un instant T. Alors, on considère que Flux a tout déployé sur le cluster, mais par contre, en parcourant les fichiers sur le GitOps cluster, on sait quel cluster a quelle version de telle application, et en allant sur GitOps application, on sait à quelle feature ça correspond. C'est de la modularisation. Encore une fois, on a une approche pragmatique parce que on se projette sur 1000 clusters, on se projette sur 2000 clusters. Donc on ne pourrait pas réinventer la roue parce que ça nous prendrait beaucoup trop de ressources et beaucoup trop de temps. Là, c'est une autre vue. Si on va un peu plus en avant, c'est que bien sûr, on n'a pas 200 clusters dans un seul tenant, dans une seule région. On fait du multi-région, on fait du multi-tenant avec plusieurs niveaux de confidentialité, de sécurité. Et bien sûr, l'avantage de cette organisation-là, c'est que le patch, juste avant, hop, si je reviens avant, on a une configuration unitaire par cluster, mais on peut très bien l'organiser. Hop, je me suis trompé, hop là. On peut très bien l'organiser pour une configuration unitaire pour chaque tenant, pour chaque région, pour chaque type de client, pour chaque niveau de sécurité. Ça nous permet de se dire, OK, sur le tenant A, on sait exactement à un instant T ce qui va être appliqué en plus de la version, de la stack. C'est de la gouvernance technique avec GitOps. On n'a pas pris GitOps en se disant « Ah, c'est cool, c'est une super techno, tout le monde va l'utiliser, tout le monde l'utilise et c'est fun ». Ça a énormément d'inconvénients, j'en conviens. Je travaille dessus tous les jours, mais je conviens que ça a énormément d'inconvénients. Ça a l'inconvénient qu'on ait un peu les yeux fermés. On se dit « Ok, on a déployé le code, le cluster, il a fait sa synchro, il est... Ok, c'est déployé. Mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment si c'est déployé ?» Donc on pourrait faire une conférence juste sur ce que c'est qu'un déploiement et comment obtenir le statut d'un déploiement. Transition vers le monitoring. Je pars du principe, comme je le disais avant, si on ne l'observe pas, ça n'existe pas. Quel que soit l'objet d'ailleurs, quel que soit Kubernetes, Cloud ou autre, ce qui n'est pas observable pour moi n'existe pas. Surtout vision prod, surtout vision prod avancée avec des SLA qu'on doit garantir, ce qui n'est pas observable n'existe pas. Donc, c'est ce que j'explique ici, c'est que c'est un sujet critique en environnement hétérogène, parce que je le rappelle, ce qu'on déploie, c'est des clusters cubes. Ce que l'utilisateur fait du cluster cube, c'est quasiment pas mon problème. Tant qu'il respecte certaines exigences de sécurité, c'est pas mon problème. S'il veut déployer 8000 pods, bon, il n'y arrivera pas. Mais en tout cas, il le fait, on ne le limitera pas. On va l'accompagner pour la sécurité, l'accompagner pour la résilience et pour les perfs. Mais on doit, nous, avoir une vision 360 sur l'ensemble de nos clusters. On a testé plusieurs solutions. Donc pour ceux qui sont... Qui a déjà entendu parler de Cortex? Ok, cool. On a testé plusieurs solutions. Un des plaisirs que j'ai à travailler dans ce projet, chez Thales, c'est qu'on n'hésite pas une seule seconde à se remettre en question. Je reviens en arrière, on a testé Thanos. On a testé une vision... Alors on a un article de blog là-dessus d'ailleurs. On a testé Prometheus simple avec l'écriture distante, le remote write, et Thanos, qui est quand même assez connu. On est arrivé vite à un problème de résilience avec Thanos. Moi, je considère qu'un système de monitoring, c'est la base quand arrive un incident. Si le système de monitoring lui-même n'est pas résilient, ça peut poser un énorme problème de conception. Je veux bien dormir la nuit, donc j'ai quand même envie que mon système de monitoring soit lui-même résilient. Surtout en période d'incident, c'est un peu... Je pense que c'est compréhensible. Enfin bref, sur Thanos, je pense que le projet a évolué. Thanos et Cortex partagent du code en commun. Donc je pense qu'on serait arrivé à quelque chose, mais on est rapidement passé sur Cortex. Pourquoi? Parce que, pour résumer, en fait, Cortex, il est fait pour ça. Il est fait pour absorber plusieurs écritures distantes. Ici, ce que je représente, c'est une vue détaillée d'un cluster. Je vais en parler juste après. Et qu'on répète, en fait, à l'infini sur 200 clusters. Tous les clusters envoient leurs métriques à un point central. On peut considérer ça comme une base de données long terme, une TSDB vraiment long terme. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet à droite
d'avoir un cluster qui est autonome en termes de monitoring. Il a son petit monitoring. Et à gauche, nous, on a une vue agrégée sur l'ensemble de nos tenants, sur l'ensemble de nos régions en un seul endpoint. Pour ceux qui ont déjà fait de la prod, c'est un vrai plaisir de ne pas aller se balader de cluster en cluster pour voir si les applications vont bien. Surtout, et quand on y pense, avec le GitOps, on n'a pas d'interface. Enfin, on pourrait avoir une interface avec Argo CD par exemple, mais on pourra y revenir. Mais avoir, nous, à un instant T, savoir si toutes nos applications sont bien déployées sur un endpoint, c'est quand même un plaisir. C'est pas hyper simple à mettre en place, ça nous a pris un peu de temps. Si je dois décrire, c'est assez classique. On a un Prometheus qui va chercher les métriques des nœuds, de Cube lui-même, et des pods. C'est-à-dire que... des pods. En bas, c'est ce qu'on propose un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, on définit une baseline de déploiement. C'est-à-dire qu'on déploie de la KS, mais on a aussi un accompagnement client. On lui dit par exemple, si tu veux monitorer, si tu veux ajouter des métriques sur ton cluster, utilise un service monitor. Alors, service monitor, ça parle à beaucoup de monde. OK. C'est une fonctionnalité, on va dire, c'est un objet, c'est une custom resource de Cube qui a été créé par Prometheus Operator, qui permet de désigner à Prometheus, voilà où tu vas aller chercher tes métriques. C'est assez sympa pour un client de lui dire, voilà, si tu veux exposer des métriques au sein du cluster, voilà ce que tu dois mettre en place. C'est un fichier YAML qui fait 20-30 lignes maximum, et ça lui permet d'ajouter ces métriques à l'ensemble des métriques du cluster. Et l'ensemble des métriques du cluster, c'est intéressant, parce que voir les métriques d'un pod en corrélation avec les ressources du système, ça permet de faire des rapprochements sur des évictions, sur des problèmes de ressources et autres. Et nous, on remonte absolument tout, mais absolument toutes les métriques en un seul endpoint sur Cortex. On n'a pas fait ça innocemment, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, validé. On a exactement le même fonctionnement pour les logs, je ne l'ai pas décrit ici, mais en termes de sécurité, avoir toute l'activité qui remonte sur un seul endpoint et de le centraliser, sans parler de SOC, mais c'est un peu l'état d'esprit, c'est un peu l'esprit, c'est de se dire, OK, on va tout agréger, tout avoir en un seul endpoint. Vision long terme, si on réfléchit un peu intelligence artificielle, machine learning et autres, avoir l'ensemble des applications qui sont déployées chez nos clients et avoir toutes les métriques, ça nous permettra d'optimiser et d'accompagner les clients. De se dire, voilà, tu surconsommes de la ressource, tu sous-consommes de la ressource, tu n'es pas optimal, tu n'es pas résilient. On n'a pas besoin d'aller chez lui pour le savoir, on le sait déjà en fait, on le sait déjà chez nous. On pourra très bien comparer deux clients, deux environnements, enfin voilà, ça c'est des réflexions long terme qu'on se fait. Après on a une petite équipe, on est une équipe de 10, donc c'est des réflexions qui se font au fur et à mesure. Et ça donne à peu près ça, une vision 360. Je vous passe les détails, mais en fait, voilà, ce qu'on vous regarde tous les matins en équipe, encore une fois, on est une équipe de 10, et on voit l'ensemble de nos déploiements, de nos clusters. Ici, on voit les réconciliations Flux. Alors, je sais que je ne suis pas un grand pro de Grafana, c'est un gros carré vert, mais vert, c'est bien. Ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est l'état de réconciliation. On parlait de GitOps tout à l'heure, de se dire, OK, on est un peu bralier et on est dans un trou noir, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis à jour, on a commit une nouvelle version de Prometheus de notre stack. OK, ça a déployé. Mais en fait, on n'en sait rien. À part d'aller sur chaque cluster et de voir que le comportement se fonctionne mal. Donc en fait, ce qu'on récupère, on récupère les métriques de Flux. Flux expose des métriques et on sait que toutes nos réconciliations, petit rappel, j'en ai pas parlé, mais la réconciliation, c'est l'état de prendre le code distant pour Flux, ça n'importe quel système GitOps, et de le réconcilier, c'est-à-dire d'avoir le même état à gauche et à droite. Ici, la réconciliation, c'est de se dire j'ai pris le code, j'ai appliqué exactement le code que tu as, et le statut retourné est bon. Pour nous, c'est un énorme confort. Je vous assure que sur 200 clusters, si on devait remonter... On peut aussi avoir... Il y a une autre méthode, c'est de se dire si on n'a pas d'alerte, tout va bien. C'est une méthode que j'ai déjà utilisée, ça ne marche pas toujours. Mais c'est de se dire si on n'a pas d'alerte, toutes les réconciliations se font, on veut avoir un statut à un instant T. J'ai parlé aussi, je pense que j'ai choqué certains en disant on déploie un cluster, un ensemble de ressources pour chaque client. On peut dire que ça coûte une blinde. Oui, ça coûte cher. Sauf qu'on a de l'autoscaling, vision client, et surtout qu'on apporte des features. On a notre baseline. Notre baseline, c'est de la résilience, de la surveillance, enfin de l'applicatif, la surveillance applicative et infrastructure. Et on l'accompagne de se dire, OK, on t'a mis 5 nœuds, 10 nœuds de telle taille, et ainsi de suite. Après, il gère son truc. Mais s'il surconsomme ou s'il sous-consomme,
On pourrait avoir notre vision business de se dire, bah, c'est très bien, tu as payé 4 fois la capacité, enfin, tu utilises un tiers de ton cluster, tu le payes 3 fois, nous, ça nous intéresse. Ce qu'on propose à ce service, bien sûr, on fait payer ce service-là. Mais par contre, on n'est pas idiots et on accompagne les clients, typiquement avec Keda, qui est un... Pour ceux qui connaissent Cube, c'est un horizontal pod autoscaler, mais avec une feature en plus qui est de dire qu'on va prendre des métriques business pour s'adapter. Plutôt que d'attendre que le CPU monte à 400% pour ajouter un pod, pour scaler vers le haut, on peut anticiper avec quelques métriques, on peut câbler une base de données, on peut faire absolument beaucoup de choses. C'est assez intéressant. Et ça, c'est une feature qu'on propose à nos clients. Et je vais revenir sur ce point, mais en fait, c'est le combat permanent, c'est de se dire, OK, on ne s'empêche pas d'innover. Par contre, on doit être sécure. Ça passe par hardening. Pour ceux qui ont fait un peu de CRD, on contrôle absolument tous les CRD. On a des définitions assez strictes sur l'utilisation du cluster Cube lui-même. Un utilisateur, il a des accès. On a une gestion très, très fine avec le airbag par client, par utilisateur. Et on est très strict là-dessus. Par contre, comme je l'ai dit au tout début, ça ne nous empêchera jamais d'innover. Keda, c'est quelque chose qui est assez stable aujourd'hui. GitOps, ça l'est beaucoup moins. L'opérateur GitOps, on est encore sur des versions 0.1, sur des bêtas, avec une communauté active, mais qui a rarement vu, je ne sais pas, 8000 opérateurs déployés qui se basent sur un Git. À un moment, le Git, il ne répond plus. Si les 8000 opérateurs appellent le Git au même moment, bien sûr, le Git ne répond plus. Donc tu fais péter ton Git, donc tu perds ta réconciliation, effet boule de neige. Donc voilà, on s'autorise à utiliser des produits qui ne sont pas matures. On va les proposer en feature aux clients, et c'est pour ça qu'on a cette notion de GA et de EA. C'est-à-dire qu'on a une release qui est stable pour nos utilisateurs qui ont peu de maturité sur Cube. Par contre, ça ne nous empêche pas de proposer des features aux utilisateurs et de leur dire, OK, si tu veux faire du Keda, on va t'accompagner pour faire du Keda. C'est une feature qu'on utilise, oui, c'est vrai, on l'utilise, mais on la propose, et on te la propose. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est de se dire, ce qui est intéressant, c'est que plus on aura d'utilisateurs, plus on aura de use case, et plus nous aussi on va apprendre. C'est vraiment du win-win. C'est pas juste de dire on va se comporter comme une équipe infra qui va déployer des clusters cubes, qui va à peu près râler sur les 90% des développeurs parce qu'ils ont fait n'importe quoi et qu'il n'y a aucune application qui est résiliente. Le but, c'est de déployer, de les accompagner dans l'utilisation et d'apprendre de leur utilisation et de proposer des services. Et dans l'autre sens, c'est aussi faire le bon équilibre. Alors oui, on pourrait faire des choses très intéressantes, comme des opérateurs dynamiques, des autoscaling verticaux. On pourrait s'éclater, on pourrait être une équipe de 40 et développer des produits géniaux. Mais en fait, est-ce que ça correspond vraiment aux besoins du client? C'est pour ça qu'on est à service et qu'on est orienté client. On a un service dans Thales, on a des exigences qui sont des exigences de sécurité, de disponibilité. C'est pas pour autant qu'on va hardener tous nos clusters et dire, bah, tiens, c'est une feature et tu t'en sers et c'est tout. Et tu as ton cluster qui est ultra confidentiel. Tout comme on va dire, bah, si tu veux installer Argo Workflow et faire tous tes workflows dessus et tout déployer, on ne va pas t'en empêcher, mais on va t'accompagner pour le faire. Donc c'est vraiment une gestion de release. On a cette volonté de faire du release management très pragmatique, se dire, OK, on fait tout avec GitOps, c'est déployé partout sur les clusters, donc il faut faire gaffe. Et sur la partie infra, bah, quand on met à jour AKS, on le met à jour pour tous les clients. Donc on pourrait parler de comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on opère ça. Il y a plusieurs manières de le voir, mais on maîtrise la mise à jour d'un AKS parce qu'on l'a fait avec un client qui est plus mature, un peu à la manière de Facebook. On sélectionne nos clients, on dit voilà, ce tel client, on sait que ses applications sont résilientes, on va lui mettre à jour ses infras, on va lui mettre à jour son AKS, lui-même va tester ses produits, et ensuite on va étendre au fur et à mesure des versions de Kubernetes, d'AKS, de NoCots. Une des évolutions qui n'est pas encore en prod, c'est un peu long à parfois mettre en place sur 200 clusters, c'est l'utilisation de GitOps pour gérer des policies. C'est-à-dire que, pour ceux que je n'ai pas perdus, parce que je sais que ce n'est pas toujours simple à décrire, on a toujours nos clusters qui ont leur configuration. Alors, donc, la définition de leurs applications, leurs patchs, ils ont un truc en plus, c'est les policies ici. Ici, on a notre cluster qui a tous ses déploiements Flux, donc toutes ces applications, pardon. Et en fait, le GitOps, il n'est pas fait pour les gens qui font de l'infra, logiquement. Il est fait pour les développeurs, il est fait pour les gens qui font des applications,
qui n'ont pas envie de déployer sur du cube, qui n'ont pas envie de savoir comment est-ce qu'on déploie sur du cube, on leur dit OK, tu as ton repo Git, tu as ton déploiement, tu l'as fait, maintenant il est sur ton cluster, tu n'as rien à faire. En termes de sécurité, je fais juste une petite parenthèse, en termes de sécurité, c'est assez intéressant de se dire que l'utilisateur n'a même pas de déployer de pipeline, il n'a pas de config à faire, il n'a pas de webhook, de credentials à avoir. C'est nous qui décidons que ces applications qui sont sur son Git, on va aller le chercher. Il ne se connecte jamais au cluster en fait. Il a juste son application qui est exposée, il a juste son application qui se déploie, il a un peu d'observabilité, mais c'est nous qui allons le chercher. En termes de sécurité, le modèle de pool est assez intéressant. Le modèle de push, il a ses avantages parce qu'on fait exactement ce qu'on veut, on déploie, mais le modèle de pool a ses petits avantages. Et c'est pour ça que j'ai décrit ça ici. C'est que les clients qui sont ici, on pourrait très bien les identifier et leur dire « Ok, voilà ce que tu déploies tes applications, tu les définis toi-même. On les accompagne dessus, on fait une doc et autres. » Par contre, si on va plus loin dans cette réflexion-là, on pourrait très bien se dire, et là, il y a un problème de sécurité, c'est de se dire, OK, on ne veut pas que le client puisse déployer absolument ce qu'il veut. S'il met, je ne sais pas, s'il met, allez, on va le limiter quand même, mais si par exemple ici, notre opérateur applique exactement tout ce qui est à droite, si l'utilisateur à droite met un cluster role est déployé. Il prend la main sur le cluster, c'est fini, on a perdu. Un des moyens, il y a plusieurs moyens. C'est un peu la gestion GitOps avec du multitenant. On est un peu dans ce fonctionnement-là. Le fonctionnement d'avant, et même ce fonctionnement-là, c'est celui qui est décrit dans Flux. Il y a un repo, je pourrais le partager. C'est le Flux Multitenant Cluster, je crois, avec une organisation par répertoire, par tenant et par cluster et par configuration. C'est un peu ce qu'on a appliqué modulo de trois fonctionnalités, enfin de trois méthodes, mais c'est exactement le fonctionnement qu'on a là. Et si on veut que les développeurs utilisent cette méthode, eh ben on leur autorise à déployer des objets. Mais pour limiter ce qu'ils vont faire et surtout pour le contrôler, en fait, on va mettre en place des policies. J'avais une conférence avant où on parlait un peu de Kyverno. J'aurais pu mettre une slide dessus. Mais Kyverno sert exactement à ça. C'est de se dire à l'admission de l'objet. Donc, l'utilisateur, il met ce qu'il veut à droite. Par contre, nous, on a des policies qui vont limiter ce qu'il met. Avantage de ça, plutôt que de faire du kubectl, du Helm qui déploie, j'en parlais tout à l'heure, on est dans un modèle pool. L'utilisateur n'a même pas à savoir où est-ce qu'il déploie. En fait, il ne le sait même pas. Il ne désigne même pas un cluster. On lui dit juste ton application va être déployée sur tous tes clusters. Modulo quelques confs, mais il va le définir lui-même. Et nous, on s'assure avec nos policies que le déploiement, que l'objet lui-même, il est compliant avec toutes nos exigences. Est-ce qu'il y a des... J'ai été un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un peu balayé pas mal de... Ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir ce qui a motivé le choix d'utiliser Flux pour les déploiements plutôt qu'Argo. Pour faire... Alors, c'est souvent ce genre de choix, ça se tient à des détails. Pour faire simple, c'est que les repositories pouvaient se définir directement comme un objet en YAML et pas une configuration dans un secret dans Argo. Et surtout que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la gestion du multitenant était pas propre, mais au moins elle était là. Il y avait une vraie réflexion sur utiliser un service account par contrôleur, le fait de pouvoir mettre plusieurs contrôleurs sur plusieurs opérateurs sur un cluster. Mais la première motivation, c'était de se dire, on a tellement de repositories, tellement de clusters qu'on veut les définir as code. C'est quand même idiot de définir. Alors, as code, attention, un secret, c'est aussi du code. Hein. Mais on veut le définir comme un CRD. Du coup, c'est un choix qui est pas trop dogmatique, mais par contre, ça ne nous empêchera pas demain de dire, OK, on va tester Argo CD et on va le mettre en place et on va le comparer. C'est une remise en question permanente. Alors, sur 200 clusters, déployer, changer un code, ça ne se fait pas tout seul, mais en fait, si. Parce que nous, ce qu'on assure, c'est de la résilience, du monitoring. Bon, c'est vrai que si demain, on change Grafana par un outil maison, ça va se voir. Par contre, si demain, Prometheus, on change la version de Prometheus, donc ça demande énormément de backtesting, mais notre vision, c'est qu'on fournit un service. On fournit du monitoring, de la résilience. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais un des avantages, j'en ai pas parlé, pardon, un des avantages, pour ceux qui l'auront remarqué, pour les observateurs, c'est qu'il y a un petit linkerd ici. Chose toute bête, on veut absolument enforcer et s'assurer que les déploiements des utilisateurs soient tous, que les trafics entre les déploiements des utilisateurs, donc la communication est-ouest, service to service, elles soient enforcées, elles soient sécurisées. Donc Linkerd nous permet ça, c'est un service mesh. On l'a utilisé
pas pour le mesh, mais on l'utilise pour le mesh, mais on l'utilise surtout pour le fait que dire que avec des policies, chaque pod qui est déployé dans le cluster, il va appartenir à un mesh et donc toutes les connexions sont sécurisées. Mais c'est pas ta question d'ailleurs, je suis un peu revenu en arrière. Ta question c'était de dire pourquoi est-ce qu'on a choisi Flux. On a choisi Flux avant tout parce que la définition des repos est comme ça et la définition des secrets était mieux faite. Le SOPS c'était indispensable. Du coup, autre question, vite fait. Ouais. Pour la gestion des secrets, vous avez choisi quoi? Alors, ce que je peux dire, oui. En bas, il y a le petit open, ça veut dire source ouverte. En source ouverte, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez simple en fait. On a encore une approche pragmatique. C'est du SOPS pour la plupart des secrets très simples de connexion à un Git ou je vais dire une connexion à des services sur le cloud. C'est du SOPS. Donc l'avantage du SOPS, c'est qu'ici, ici, on ne le voit pas. Si on le voit, pardon, dans les tenant related config, ici, on a nos secrets qui sont encodés en SOPS. Avec une rotation, avec du contrôle et de la rotation. Mais sinon, nos secrets, pour le coup, j'ai quand même décidé de prendre tous les avantages de GitHub, c'est de se dire, OK, on a nos avantages et nos inconvénients. Un des inconvénients, c'est de se dire, ce qui est appliqué à gauche va être appliqué à droite. Donc, si on est bête et méchant, ce qui est appliqué à droite, c'est un secret, à gauche, je vais avoir le même secret, en clair. Ça marche pas. Enfin, si, ça marche, il y a beaucoup qui l'ont fait. Mais par contre, entre les deux, on doit quand même avoir un peu de décryption. Donc l'encryption SOPS, pour le coup, c'était aussi un des arguments avec Flux, c'est qu'elle était native, c'est-à-dire que l'opérateur, si je reviens en arrière, l'opérateur Flux, c'est lui qui va décoder avec une clé qui lui appartient et qui est partenant par Donc c'est un équivalent des sealed secrets de Bitnami. Oui. SOPS, c'est un projet de Mozilla. Ouais. Super truc, ça marche nickel. Bonjour, merci pour la presse. Moi j'aurais juste une question au niveau du patch management pour les clients, vous en parliez. Dans le cas où vous avez un souci, comment vous tenez d'une part l'inventaire de ce qui est à jour ou pas pour les clients et qu'est-ce que vous faites dans le cas où vous avez un problème de rétrocompatibilité ou autre? C'est une excellente question. On y répond. Non, c'est une excellente question. Parce que c'est vrai que, en fait, c'est là où j'aime remettre en question ce type de modèle. C'est bien de dire on fait du GitOps, en fait, la gestion de différence. Logiquement, on devrait avoir le code à gauche. C'est-à-dire qu'on devrait avoir nous-mêmes patché la ressource. La définition du cluster, elle doit être identique à celle qui est appliquée à droite. Le principe du patch, c'est un peu con, parce qu'en fait, on se dit, ouais, ok, mais en fait, tu reviens à un ancien modèle, tu reviens à un modèle non déclaratif. Tu prends une ressource, tu la patches, mais pas à un seul moment, je vois la ressource patchée. C'est vrai que c'est un problème. Comment on le fait? C'est-à-dire que l'avantage avec... pour le coup, je reviens à la question de tout à l'heure, mais Flux aussi, les métriques Flux étaient beaucoup mieux foutues. Étaient vraiment mieux foutues. Ici, dans Flux, on a nos réconciliations. Dans la réconciliation, il y a aussi l'application du patch. Mais par contre, ta question, elle est super intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Flux n'a pas encore cette intelligence de se dire « j'ai foiré avant le patch » ou « j'ai foiré après le patch ». Il te dit « j'ai foiré ». Après, pour le coup, il y a un peu de debug de log à faire, mais si demain, on fait un patch sur un cluster et qu'il foire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas une visibilité un peu macro de se disant voilà, tel cluster a tel patch. Aujourd'hui, nos patchs, c'est assez léger. C'est 3 fichiers qui se battent en duel, 25 lignes. C'est pas difficile à débugger. Par contre, on se projette sur 1000 clusters, la complexité va venir. Ça aussi, c'est un point qui est intéressant, c'est qu'en fournissant ça à un client, il a une maturité, il va monter en maturité. Nos clients montent en maturité sur Cube, donc vont avoir des besoins, ils vont s'informer, ils vont dire j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Donc nous, notre travail, il va être vraiment il va vraiment, déjà de les limiter dans certains délires, parce que certains veulent faire de l'argo, veulent faire des CRD maison, veulent faire de... Nous, on fait du backup, mais il y en a qui veulent faire du backup incrémental, qui veulent quelques features. Il va falloir les limiter. Donc, ils montent en maturité, on va leur proposer des features. À nous de garder cette vision application réutilisable et pas de limiter les patchs. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore... je veux dire, pour l'instant, on n'a pas le problème, on n'y a pas réfléchi, mais si on y réfléchit un peu quand même. On réfléchit au fait que le patch est appliqué, il n'est pas appliqué, c'est une erreur. À la moindre erreur, on remonte dans le Git. Mais c'est vrai qu'on a une dépendance à Flux et à ses logs et à ses métriques. Problème d'un code. Ouais.
question. Allô. Belle présentation. Est-ce que tu peux revenir sur l'architecture Alert Manager? Ouais. Ok. Sur l'architecture, je vois qu'on a 2 composants d'Alert Manager. Et sur le cluster, bon, je vais appeler ça client, puisqu'il y a une agrégation. Oui. Et on a un autre composant Alert Manager. Arrivé un moment de l'infrastructure globale, est-ce qu'on va techniquement, est-ce qu'on va pas avoir 2 alertes identiques? Alors, on peut avoir 2 alertes identiques. C'est une super question. En fait, pour moi, c'était un détail au départ, mais en fait, à l'utilisation, à l'usage, je me rends compte qu'en fait, c'est un point. L'alert manager, là, il est géré par le client. Lui-même configure ses alertes avec un CRD, ou maintenant, dans Grafana, on peut définir les alertes. Et nous, on définit nos alertes infra. Donc, pour le coup, c'est un peu de filtrage, un peu de définition d'alerte. C'est-à-dire que nous, on a des alertes infra. Par contre, ça nous intéresserait aussi d'avoir les alertes du client. Parce que le client, lui, il a ses alertes comme quoi son pod redémarre 20 fois par heure ou 50 fois par heure. Nous, on a une remontée comme quoi, par exemple, Ingress, il se prend un pic de connexion, une espèce de tentative DDoS, un bot russe qui fait 4000 connexions. L'alerte remonte chez nous, mais elle remonte aussi chez l'utilisateur. Et ça, il y a une vraie gouvernance à faire. La gouvernance des alertes, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la stack technique Alert Manager, pour moi, elle n'est pas assez mature. Donc on se prend la tête, clairement. Et en effet, on a des doublons. En effet, on a beaucoup de volume on n'a pas beaucoup de volume d'alerte, mais par contre, on a un vrai travail. C'est une vraie tâche. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de détails sur Linkerd? Oui. Vous ne l'utilisez pas pour le service mesh. Alors, il injecte des sidecars un peu partout. Ouais. Du coup, pourquoi vous l'utilisez alors? On l'utilise pour garantir et enforcer le MTLS, donc le Mutual TLS entre les différents pods clients. C'est-à-dire que nos exigences de sécurité font que même à l'intérieur d'un cluster qui est sécurisé, on veut qu'absolument toutes les connexions soient sécurisées. Donc les connexions entre les pods passent pas sur service mesh, donc en méthode sidecar, c'est du Linkerd 2, pas du 1. Et donc on s'assure du MTLS. Par contre, on n'utilise pas, mais après c'est en fonction du client. Si le client veut utiliser le mesh, veut utiliser... Après, on bénéficie aussi du load balancing natif de Linkerd. Enfin, on a cet avantage-là, mais l'exigence, au départ, elle est de sécurité, de se dire le MTLS, quelle que soit l'application du client, il est enforcé entre 2 connexions, et même vers les connexions sortantes ou entrantes. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Pour le déploiement en Terraform, est-ce que vous avez commencé à regarder Crossplane? Crossplane? Je suis en plein dedans. Pour deux choses. Du coup, premier retour d'expérience de Crossplane, s'il vous plaît. Alors, c'est assez simple. En fait, voilà, ce modèle-là, c'est un modèle hybride. Et c'est un modèle trop hybride de mon point de vue. C'est de se dire, OK, on fait du GitHub, c'est cool, mais en fait, l'infra, on la déploie avec du Terraform. On déploie avec Terraform TerraGrunt, pour ceux que ça parle, mais en soi, ça reste du Terraform à la fin qui est appliqué. Ce qui serait super intéressant, c'est de se dire nos objets cloud, parce qu'on ne déploie que du cloud, on a cet avantage-là, cette énorme richesse-là. On pourrait très bien dire, OK, on les met aussi dans Flux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, déployer une ressource sur du cloud, c'est quoi? C'est faire un call API sur le cloud. Un call API, c'est tout à fait possible, imaginable avec des applications comme Crossplane, qui commence à être très mature, qui est dans notre scope de test. On a un autre... alors, je peux en parler un petit peu, on l'a testé. En fait, il y a un nouveau projet, alors j'ai oublié le nom, je crois, TerraJet, pardon. Ils ont déployé TerraJet. C'est-à-dire que Crossplane, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Crossplane, c'est des CRD, des CR, donc des ressources custom Kubernetes, qui permettent de déployer des ressources sur du cloud. Et donc, on fonctionne avec des providers, un peu comme dans Terraform, mais c'est Crossplane qui fait lui-même l'appel au cloud en fonction des ressources qu'on a définies dans un YAML qui pourrait très bien se situer ensuite ici. Genre à la place de GitOps application, on a Kubernetes cluster. Ça serait génial. Les retours d'expérience que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est que les providers ne sont pas maintenus par Microsoft, par Microsoft, oui, Azure c'est Microsoft, par Google et autres. Ce qui est intéressant, je trouve le hack, j'appelle ça un hack, super intéressant, c'est qu'ils ont déployé TerraJet, qui est en fait un convertisseur de provider Terraform pour Crossplane. Je ne l'ai pas encore testé, ce petit convertisseur. Par contre, ça peut être super intéressant. Par contre, je suis beaucoup plus friand d'une implémentation native. Il y a une implémentation qui s'appelle ASO,
Azure Service Operator, qui est quelque chose qui est développé par les équipes d'Azure. Ça ne veut pas dire que c'est super fiable, hein, mais c'est développé par les équipes d'Azure. C'est en alpha, pré-alpha en mode Azure, qui est en fait une conversion des call API qu'on fait avec la Z-CLI en mode CRD. C'est-à-dire que le CRD est généré par les call API. Alors c'est intéressant, mais on a des énormes problèmes de rétrocompatibilité. Les seuls que j'ai testés, ça fonctionne, mais on a un problème pour aller... Il me reste 10 secondes. Une minute. Non, le problème qu'on a, c'est de se dire le statut. Le statut d'un resource group, c'est facile à savoir. Par contre, le statut, il faut qu'il remonte pour absolument tous les objets. Le statut, en fait, l'objet cube, il hérite d'un statut et des specs, et les specs, elles peuvent évoluer côté API. Et de redescendre l'API, ça demande de gérer des versions de CRD. Je pense que c'est assez complexe, c'est pour ça que Crossplane, j'y crois, parce que lui, il gère cette surcouche. Il peut très bien la gérer, c'est pas grave. Lui, il dit, OK, ton objet est déployé, et si jamais tu l'effaces, il se supprime correctement. Donc oui, mais par contre, pour le coup, c'est une vraie réflexion qu'on a. Autant transformer ça là-haut, et là, là c'est karting, quoi. Enfin, c'est le bonheur. On fait tout en GitOps. C'est-à-dire que le jour où ça efface tout. Mais on fait tout en GitOps. On y réfléchit aussi. Ouais, ça fait partie du scope. C'est rapide, ça fonctionne, mais il faut un opérateur qui fonctionne. Si l'opérateur cube, il est maintenu, parce que je pourrais très bien faire un opérateur maison qu'on code et qui fait du bicep, c'est le principe. Mais il me faut des développeurs. D'ailleurs, on recrute. Énormément de développeurs en Australie, au Canada. On a 25 pays dans le monde, donc on recrute. Merci beaucoup.